Le vieil homme noir, dont il se moquait au stand de tir, se déplaçait silencieusement, les mains tremblantes, tandis qu'il installait son poste. Thomas Derville et ses amis riaient plus fort à chaque mouvement, certains dans leur cruauté. « Tu paries qu'il voit même pas la cible ?» lança Hugo, provoquant les ricanements du groupe. Personne ne remarqua le changement dans les yeux de Marcel Baptiste lorsqu'il leva sa carabine. Le tremblement disparut soudainement, remplacé par un calme absolu. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils avaient en face d'eux, un fantôme des opérations clandestines, une légende vivante dont les tirs impossibles avaient traversé des guerres qu'eux n'avaient vues qu'au cinéma. La première balle toucha le centre exact. La seconde s'encastra dans la même ouverture. Le silence tomba sur le stand comme une chape de plomb, et peu à peu, la vérité s'imposa. Il venait de défier le tireur d'élite le plus redoutable de l'histoire militaire française. La petite ville de Clairbois n'était pas connue pour grand-chose. 2 églises, un supermarché vieillissant et un stand de tir tenu par un ancien sergent des forces armées, Étienne Marnier. Le matin même, Marcel Baptiste s'était garé sur le gravier avec son vieux pick-up Renault aux portières rouillées. Il resta quelques instants derrière le volant, fixant le vieux coffret posé sur le siège passager. Il passa les doigts sur les contours de l'étui, comme pour s'imprégner de son poids symbolique. « Encore un jour », murmura-t-il, un rituel qui rythmait ses 78 années. Son dos voûté et sa démarche prudente trahissaient les cicatrices du temps. Sa peau foncée portait les marques du soleil d'Algérie, du sable afghan et de jungle dont personne ici n'aurait su prononcer le nom. Le tremblement de sa main gauche était plus fort aujourd'hui. Il inspira lentement, tentant de le calmer, puis entra. Le stand bourdonnait de conversations techniques et de détonations étouffées. Étienne leva les yeux derrière le comptoir. « Bonjour Marcel. Ni chaleureux, ni froid, juste. Bonjour Étienne. 1 heure, s'il vous plaît. » Mais avant qu'il ne finisse de signer, 3 jeunes hommes firent irruption dans la salle. Des casquettes tactiques, des lunettes chères et l'arrogance en bandoulière. « Étienne, notre place est prête, j'espère ?» lança Thomas Derville en posant un billet sur le comptoir. Étienne soupira. « Pas de tir si vous avez bu. » Thomas sourit d'un air faux. « C'était hier soir, t'inquiète. On est affûté comme jamais. » Son regard tomba sur Marcel, qui peinait à signer. « Eh bien alors, papy s'y met ?» Hugo éclata de rire. « Il voit même pas à 2 mètres. » Guillaume ajouta, plus bas. « C'est vieux, il tiendra même pas sa pétoire. » Étienne fronça les sourcils. « Ça suffit. » Mais Thomas s'était approché de Marcel. « Tu nous sors quoi de ta boîte? Un mousquet de 1870 ? Tu vas rater la cible de 10 kilomètres avec ces mains-là. » Marcel se redressa, croisa son regard. Un éclair passa dans ses yeux. Quelque chose d'ancien, de dangereux, puis s'effaça. « Excusez-moi, jeune homme. » Il contourna calmement Thomas et récupéra son casque anti-bruit. Étienne murmura « Poste numéro 4, il est plus calme. » Marcel acquiesça. « Poste 4 !» imita Thomas d'une voix tremblotante. On lui a filé le poste handicapé. Ils rirent bruyamment en s'installant dans les postes voisins. Marcel posa lentement son coffret, l'ouvrit. À l'intérieur, une arme d'exception. Pas tape à l'œil, juste efficace, un outil de maître. Chaque mouvement qu'il fit pour l'assembler dégageait une précision chirurgicale. Claire, la fille d'Étienne, s'approcha avec des cibles fraîches. Ancienne infirmière de guerre, ses gestes étaient calmes, précis. « Besoin de quelque chose d'autre, monsieur ?» demanda-t-elle. « Non, merci », répondit-il avec un léger sourire. Derrière, Thomas exagérait un geste de tremblement. « Oula, attention, papy va percer le plafond !» Marcel ignora. Il fixa sa cible, respira profondément et tira. Une seule balle, une seule détonation. Lorsque la cible revint, une seule perforation en plein centre. Claire arqua un sourcil. Il rechargea. 2e tir, même résultat. Guillaume fronça les sourcils. Hugo se tourna vers Thomas. « C'est pas normal. » Thomas s'approcha, frappa l'épaule de Marcel. « Et le vieux, t'as un viseur magique. » Marcel ne répondit pas. Claire proposa. « Vous voulez changer de poste ? Celui-ci me convient. » 3e tir. Même trou. Un murmure traversa la salle. Un officier de police à la retraite, Monsieur Lemoine, se tourna vers son voisin. Ce vieil homme s'est tiré. « Ces jeunes ont défié la mauvaise personne, » répondit Madame Renaud, ancienne institutrice.
Marcel nettoya son arme avec lenteur, chaque geste empreint de respect. Thomas et ses amis continuaient leur tir. Bruyant, maladroit. Claire s'approcha à nouveau. C'était impressionnant. Vous êtes nouveau en ville? 3 mois, répondit-il. J'étais à la recherche de calme. Elle aperçut alors, dans l'étui, un insigne cousu à la main. Elle ne le reconnut pas immédiatement, mais il appartenait à une unité spéciale. Vous êtes toujours le bienvenu ici, dit-elle doucement. De l'autre côté du stand, Thomas s'adressa à Étienne. Qu'est-ce qu'il a ce type? Il joue au mystérieux avec sa vieille pétoire. Étienne planta son regard dans le sien. Certains portent leur passé dans leurs os. Tu ferais bien de ne pas juger la couverture. Le soir, Claire ne trouvait pas le sommeil. L'image du vieil homme, sa précision, l'insigne, tout cela lui revenait. Elle tapa « Marcel Baptiste, tireur d'élite » sur son ordinateur. Les résultats affluèrent. Dossiers déclassifiés, rapports à moitié censurés, extraits de journaux militaires. Le surnom revenait encore et encore. Le tireur fantôme. Une photo floue de 1975 attira son attention. Une équipe en forêt, visage camouflé. Tout à droite, un homme fin, fusil dans le dos. Est-ce Baptiste? Probablement. Elle murmura « C'est lui ». Le lendemain, elle frappa sa porte, 2 cafés à la main. « Monsieur Baptiste ?» Il ouvrit, surpris. « J'ai pensé que vous apprécieriez du vrai café. Celui du stand est imbuvable. » Il la regarda longtemps avant d'accepter. « Vous avez trouvé mon adresse ?»« Petite ville. Et j'ai des questions. » Il la fit entrer. L'intérieur était modeste, propre, sans photo personnelle. « Votre tir, commença-t-elle. Je n'ai vu cela qu'en opération. » Il hocha la tête. « J'ai servi. Algérie, Kosovo, entre autres. » Elle lui parla de son grand-père, Antoine Marnier, radio pendant la guerre. « Vous l'avez connu ?» Marcel alla chercher une boîte en bois, l'ouvrit avec précaution. Il en sortit une photo. « Il m'a sauvé 3 fois. » Claire eut du mal à retenir ses larmes. Ils parlèrent longtemps. De la guerre, des absents, des nuits sombres. Marcel évoqua le garçon de 12 ans, en Irak, piégé avec un gilet d'explosifs. Il avait dû tirer. Il s'était retiré le lendemain. La semaine suivante, il fut invité à une cérémonie d'anciens combattants. Il hésita, puis accepta. Ce jour-là, en costume simple, il monta sur scène. « Je ne suis pas un héros, dit-il, mais j'ai survécu, et j'ai tiré pour protéger. » L'assistance l'écouta en silence, émue. Lorsqu'il eut fini, Claire se précipita vers lui. « Mon père vient d'appeler. On a coupé mes freins. Ce n'est plus une blague. Tout s'accéléra. » Claire, René, Étienne, Marcel, ensemble, ils mirent à jour un réseau. Milices d'extrême droite, anciens officiers, non liés à une opération classée, opération Sable Noir. Le nom d'un lieutenant ressortait, François Ménard, devenu entre-temps le maire du comté. Un soir, Claire disparut. Enlèvement. Message. Tu as pris nos fils, on prend la tienne. Les mots résonnaient dans la tête de Marcel comme une détonation. Il relut encore et encore, le papier tremblait dans ses mains calleuses. Chaque syllabe sentait la revanche, la douleur recyclée en haine. Il n'avait jamais voulu cela. Il avait accepté de témoigner, de révéler ce qu'il savait sur cette unité secrète, sur les missions non officielles menées dans l'ombre du drapeau. Mais il ne pensait pas que cela reviendrait comme un boomerang dans la poitrine. Pas Claire. Il n'appela personne, pas les autorités, pas ses anciens contacts. Il sortit la boîte en métal enterrée sous le vieux pommier, mais là où il avait caché ses dernières certitudes, un carnet, une clé USB, une vieille carte militaire et un nom griffonné sur une feuille tachée de café. Calvin. Son ancien binôme, reclus dans les montagnes, aveugle depuis l'opération Corridor. Il s'était quitté sans rancune, mais avec trop de silence. Le voyage fut long, glacial, silencieux. Chaque virage semblait racler quelque chose en lui, réveillant des souvenirs qu'il avait scellés derrière des murs de silence. Le moteur de son vieux 4x4 cabossé grognait comme un animal fatigué mais fidèle, avalant les kilomètres sans poser de questions. Les essuie-glaces grincèrent, battant la cadence sur le pare-brise, où fondaient quelques flocons égarés. Les montagnes se dressaient à l'horizon, muettes et éternelles, comme des juges anciens auxquels Marcel n'avait jamais vraiment osé faire face. Il ne mettait plus de musique depuis longtemps. Le silence lui convenait. Il n'avait pas besoin de distraction. Il avait besoin de clarté. Chaque bruit du moteur, chaque crissement de pneus sur le gravier, chaque souffle de vent contre les vitres formait une sorte de mantra rude.
un rappel qu'il avançait, qu'il n'abandonnait pas. Il traversa des routes qu'il n'avait pas vues depuis 20 ans, des routes oubliées par les GPS modernes, faites de terre et de souvenirs. Là, le virage où Calvin avait manqué d'écraser un renard. Là, le ruisseau où il s'était lavé après une mission classée. Là, le vieux pont en bois qu'ils avaient failli faire exploser par erreur. Chaque repère était une piqûre dans le cœur, une preuve qu'il avait vécue, et qu'il avait laissée derrière lui. Les pins bordaient la route comme une haie d'honneur silencieuse. Ils se balançaient lentement sous le poids du givre, leur souffle presque audible. Il y avait une odeur âcre de résine, de froid, de temps figé. Des vallées s'ouvraient comme des cicatrices entre les collines, profondes et nues. Les sommets tranchants découpaient le ciel d'un bleu dur. Tout respirait l'isolement, le retrait. Le genre de territoire où l'on se perd volontairement. Il roula encore, les yeux fatigués mais perçants. Le GPS n'existait pas ici. Seuls les souvenirs guidaient ses mains. Et puis, au détour d'un chemin envahi par la mousse, elle apparut. La cabane, délabrée. Toiture tordue, volet bancal, cheminée ébréchée. Et pourtant debout, comme si elle résistait à l'oubli par simple entêtement, comme lui. Calvin l'attendait, devant la porte, comme s'il avait su. « Tu repars à la guerre ?» demanda Calvin, la voix rugueuse, les yeux voilés mais droits. « Pour elle, oui, » répondit Marcel. « Pas pour la vengeance, pour la justice. » Ils ne parlèrent pas de plus. Calvin l'invita à entrer. Les murs étaient couverts de livres en braille, de cartes en relief. Un chien somnolait près du poêle. Marcel ouvrit la carte, étala les données, les coordonnées, les souvenirs. Calvin posait ses doigts, lisait la géographie comme un musicien son piano. « Base militaire désaffectée, » murmura Calvin, « mais pas vide. Si c'est eux, ils n'ont rien laissé au hasard. » Marcel hocha la tête. Il se souvenait des lieux, des itinéraires, des noms de code. Ensemble, ils planifièrent, comme avant, chaque angle, chaque seconde, sans parler de peur, juste d'efficacité. 3 jours plus tard, Marcel s'infiltra. Nuit noire. Une bruine fine rendait le sol glissant. Il longea les grillages, évita les caméras. Il ne tua personne. Il n'était plus cet homme-là. Chaque garde qu'il neutralisa dormait simplement. Il n'y aurait pas de sang, seulement la vérité. Claire était enfermée dans une pièce étroite, ligotée mais indemne. Quand elle vit Marcel, ses yeux s'emplirent de soulagement, mais aussi d'un calme étrange, comme si elle savait qu'il viendrait. « Tu es venu, dit-elle simplement. « Toujours. » Ils fuirent sans un bruit. Mais Marcel ne partait pas sans preuve. Dans la salle de contrôle, il téléchargea les fichiers, les rapports, les communications. Des années de dissimulation, de trafic, de noms, de complicité. Le lendemain, tout explosa. Le scandale éclata. Arrestation, démission, presse en boucle, justice lente mais implacable. Le pays découvrait ce que Marcel et Calvin savaient depuis toujours. Et Claire, ancienne journaliste, fit ce qu'elle savait faire. Elle écrivit, raconta, dénonça. Marcel, lui, refusa la gloire. Il ne donna aucune interview, ne posa sur aucune photo. Il laissa les autres raconter. Il retourna à la vie simple dans sa maison silencieuse au bord de la forêt. Le fusil resta rangé. Les cauchemars diminuèrent. Puis un jour, il revint au stand de tir. Le vieux terrain, presque abandonné. Il s'allongea, ajusta la lunette, respira. 1000 mètres, une cible lointaine. Il tira, en plein centre. Le bruit résonna dans le vent. Il rangea son fusil. Une petite fille l'observait, bouche ouverte. « C'est vous, le tireur fantôme ?» demanda-t-elle. Il sourit doucement. « Non, mais je vois une future championne juste devant moi. » Et il repartit, tranquille. Son histoire, enfin, trouvait la paix,